Au Gabon, de nombreuses personnes restent sceptiques face aux déclarations officielles de la présidence qui avait annoncé que le président Ali Bongo est en train de retrouver la plénitude de ses facultés physiques. Au Kenya, près de 2000 personnes, chauffeurs, contrôleurs et même passagers de minibus ont été arrêtés lorsque les autorités ont décidé d'appliquer des mesures de sécurité routière longtemps ignorées. Et puis, les principaux acteurs politiques libyens rencontrent des dirigeants mondiaux en Italie. Une dernière tentative des grandes puissances pour relancer un processus politique en panne depuis plusieurs mois dans ce pays. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. De nombreux Gabonais restent sceptiques face aux déclarations officielles du porte-parole de la présidence qui avait annoncé que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, est en train de retrouver la plénitude de ses facultés physiques. Une déclaration à la suite de laquelle l'opposition a dénoncé un mensonge d'État. Reportage. La présidence du Gabon, qui de manière implicite a reconnu dimanche la gravité de l'état de santé du président Ali Bongo Ondimba, a annoncé que le chef était en phase de recouvrement de la plénitude de ses facultés physiques. Le président de la République est dans une phase de recouvrement de la plénitude de ses facultés physiques. C'est la conclusion du dernier bulletin médical communiqué par l'équipe médicale. Son Excellence, M. Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, continue d'exercer ses fonctions. Les institutions de notre République fonctionnent donc aujourd'hui parfaitement dans le strict respect de la Constitution. Malgré ces déclarations officielles du porte-parole de la présidence, de nombreux Gabonais demeurent sceptiques. Je dis c'est déjà salutaire parce qu'on nous a parlé enfin des détails de sa santé, des détails médicaux. Jusque-là, on ne nous parlait pas de ces détails-là. Mais moi, ça ne me rassure pas. Ce que j'aimerais, c'est véritablement une preuve palpable. Pourquoi pas une photo ou encore une interview de son épouse, par exemple, à son chevet. Juste, je ne sais pas, quelque chose qui pourrait nous rassurer, nous, en tant que Gabonais, parce que nous ne sommes pas en paix. Non, cela ne rassure pas les Gabonais. Je pense que le pouvoir en place essaie de gagner en temps. Et les telles déclarations nous ont été servies déjà en 2008. Voilà, donc les Gabonais ne croient plus vraiment aux déclarations officielles. Voilà, ça fait longtemps qu'ils ont été croire aux déclarations officielles. Et je déplore le silence venant ou de l'opposition ou du pouvoir en place. Parce que personne ne veut réellement faire des déclarations, dire la vérité sur l'état de santé de M. Ali Bongo. Sans vouloir chercher un peu plus loin que ça, je dirais que tout tourne au ralenti. C'est la première institution du pays. Tout vient de là. Les grandes décisions qui engagent le pays, aussi bien sur le plan national qu'international, peuvent bien le prouver. Dès lors qu'il est malade, personne d'autre ne peut engager le pays dans ce sens-là. C'est la mission que les Gabonais lui ont assignée. Un des principaux partis d'opposition du Gabon, l'Union nationale, a dénoncé ce mardi un mensonge d'État après la dernière déclaration de la présidence sur l'état de santé du chef de l'État, hospitalisé depuis près de 3 semaines à Riyad. Selon ce parti, ne pas faire état des bulletins de santé d'Ali Bongo communiqués par l'équipe médicale de l'hôpital de Riyad, dont seule la présidence a connaissance, est grave et attentatoire au bon fonctionnement de l'État. L'Union nationale a également relevé une totale contradiction entre les déclarations de la présidence du 28 octobre et du 11 novembre. Dans une première déclaration faite le 28 octobre, la présidence gabonaise avait en effet parlé d'un simple malaise provoqué par une sévère fatigue due à une très grosse activité du président ces derniers mois avant de se raviser par la suite. Au Kenya, près de 2000 personnes, chauffeurs, contrôleurs et même passagers de minibus ou bus de transport public ont été arrêtés en début de semaine. En effet, les autorités kenyanes ont décidé de mettre en application des mesures de sécurité routière longtemps ignorées. Une décision qui avait provoqué de longues files d'attente aux arrêts bus et des bouchons dans les rues de Nairobi et de certaines villes de province. Les images. Lundi, la police kenyane a mis en place des barrages dans tout le pays pour contrôler des véhicules à la suite d'une décision du gouvernement de commencer à appliquer
des règles de sécurité routière longtemps ignorées. Ce contrôle qui consistait à sévir contre les minibus et bus qui transgressent les règles de sécurité a provoqué de longues files d'attente aux arrêts et des bouchons dans les rues de Nairobi et de certaines villes de province. Une paralysie provoquée par le choix de nombreux chauffeurs de rester chez eux plutôt que de risquer de se faire arrêter. La police a annoncé l'arrestation de près de 2000 contrevenants dans le cadre de cette opération. Il s'agit notamment des exploitants de minibus et de véhicules privés, mais aussi des usagers qui n'avaient pas attaché leur ceinture de sécurité. Ces règles de sécurité ramenées au devant de la scène datent de 2004, mais les précédentes tentatives de les faire appliquer ont échoué face à la corruption et au manque de volonté politique. Mais le gouvernement semble cette fois-ci bien décidé à maintenir la pression malgré les perturbations causées. Le règlement impose notamment aux véhicules d'être correctement assurés, d'avoir des ceintures de sécurité pour chaque passager et aux chauffeurs d'avoir un permis de conduire, de ne pas avoir bu d'alcool et de respecter les panneaux de signalisation. Les principaux acteurs politiques libyens rencontrent les dirigeants du monde en Italie. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la dernière tentative des grandes puissances pour relancer un processus politique en panne depuis plusieurs mois et ouvrir la voie à des élections dans ce pays. La conférence sur la crise libyenne s'est ouverte lundi soir à Palerme, en Italie. Il s'agit d'une énième tentative de la communauté internationale en vue de mettre fin au chaos qui sévit en Libye depuis la chute de Kadhafi en 2011. L'Italie a organisé cette conférence car elle veut fournir sa contribution dans le cadre des Nations Unies au processus de stabilisation de la Libye. Ils seront ici présents, les principaux protagonistes du scénario libyen. Il y aura 10 chefs d'État et de gouvernement et 20 autres représentants des ministres des Affaires étrangères. Ici seront également présents les principales institutions internationales. Tout ça pour faire en sorte que finissent les combats armés et que la Libye puisse être lancée sur un parcours de stabilisation. Nous le faisons pour le peuple libyen et parce que nous voulons que le peuple libyen puisse décider de manière démocratique de son propre futur. Cette conférence succède à celle de Paris, tenue en mai dernier et qui avait abouti à un accord sur une date, le 10 décembre, pour la tenue d'élections nationales. Les assises se dérouleront sans le maréchal Haftar, homme fort de l'Est du pays, dont la participation a été démentie par le commandement général de l'armée nationale libyenne. Il faut dire que le maréchal Haftar est réticent à s'asseoir à la même table que certains des participants qu'il considère comme des extrémistes islamistes. Au Niger, les militants de l'opposition ont battu le pavé le week-end dernier. Une manifestation pour dénoncer la mauvaise gouvernance au sommet de l'État et exiger la révision du code électoral. Retour sur cette manifestation avec notre correspondant Abdul Karim Mahamadou. Ils étaient des milliers de manifestants à battre le pavé, scandant des slogans hostiles au régime du président Issoufou Mahamadou. Un régime qui, depuis 7 ans, selon les responsables de l'opposition, a fait de la mauvaise gouvernance, la corruption, le bradage des ressources du pays son sport favori. L'opposition a désormais décidé de ne laisser aucun délai de grâce au pouvoir de Niamey jusqu'à le contraindre à revenir sur le droit chemin. Le Niger est aujourd'hui à la croisée des chemins, avec un pouvoir qui refuse au peuple de jouir de droits que consacre notre loi fondamentale, un pouvoir qui cultive la division entre ses fils, dont une catégorie a une garantie totale d'impunité et l'autre catégorie une garantie totale de persécution, de harcèlement et de privation de toutes sortes. Opposition et majorité sont désormais à couteau tiré depuis que les responsables de la majorité ont opposé une fin de non-recevoir à l'exigence de l'opposition, celle de réviser l'article 8 du Code électoral qui stipule que tout individu condamné à une peine d'emprisonnement d'1 an ferme ne peut briguer un mandat électif. Un article qui, en l'état, disqualifie le chef de file de l'opposition, Mahamadou, en exil et condamné à 1 an de prison ferme pour complicité de supposition d'enfants. Selon le président de la coalition de l'opposition, l'ex-président Mohamed Ousmane, qui a pris fait et cause pour Mahamadou, l'article 8 est taillé sur mesure. Au niveau de l'article 8 du Code électoral, initialement prévu de 3 ans, par les représentants du gouvernement au comité technique lui-même,
avant la décision de justice sur le dossier dit de supposition d'enfant. La peine, dis-je, est ramenée maintenant à 1 an. Du seul fait, de par la compréhension générale, que notre frère Hamma Amadou serait concerné. Pour l'heure, la majorité au pouvoir refuse de réagir à cette sortie de l'opposition. Pour elle, le débat est clos. L'opposition s'est disqualifiée dès lors qu'elle a quitté le Conseil national de dialogue politique. La ministre française des Forces armées, Florence Parly, et la ministre allemande de la Défense se sont réunies à Bamako, au Mali. Objectif, discuter de l'accord de paix troublé du pays et de la force antiterroriste des 5 pays du Sahel, le G5 Sahel. Les détails. Dans le but de discuter de l'accord de paix troublé du Mali et de la force antiterroriste des 5 pays du Sahel, le G5 Sahel, les ministres françaises et allemandes de la Défense se sont rendus au Mali où elles ont rencontré ce lundi à Bamako les militaires européens qui, dans le cadre de la coopération, participent à la formation des militaires maliens. Florence Parly et son homologue allemande, Ursula von der Leyen, ont également rencontré à Bamako le commandement de la force conjointe G5 Sahel. À l'issue d'une rencontre avec les deux femmes, le chef de la force anti-djihadiste du G5 Sahel, le général mauritanien Anena Ould Sidi, a déploré le manque d'équipement et l'absence de nouveaux quartiers généraux après l'attaque qui a frappé fin juin, celui de Sévaré dans le centre du Mali. Il a notamment cité des équipements majeurs comme les blindés, les équipements contre les engins explosifs improvisés. Face à la dégradation de la situation dans le centre du Mali, limitrophe du Burkina Faso et du Niger, gagnés à leur tour par les violences djihadistes, souvent mêlées à des conflits intercommunautaires, le G5 Sahel a réactivé en 2017, avec l'appui de la France, son projet de force conjointe initialement lancé en 2015. En Ouganda, 11 jeunes garçons ont été tués et 20 grièvement blessés dans l'incendie de leur dortoir dans une école du sud du pays. L'incendie est survenu dans la nuit de dimanche à lundi. Plus de précisions à travers ces images. Plusieurs élèves ont été tués dans l'incendie de 3 dortoirs pour garçons dans l'école secondaire Saint-Bernard de Raquet dans la nuit de dimanche à lundi. Les responsables sont venus et ont mis un cadenas sur ces 2 pièces. Ils ont mis 2 cadenas sur ces 2 pièces et les ont brûlés. C'est donc un peu difficile pour les étudiants de sortir de la pièce. 9 corps ont été retrouvés et plus de 30 étudiants ont été sauvés de la tragédie, ont dû être amenés dans divers hôpitaux de Masaka. Ils sont en cours de traitement. Le principal de l'école secondaire Saint-Bernard de Raquet, Henri Nsubouga, a indiqué soupçonner des écoliers récemment expulsés d'être derrière cet acte haineux. Selon le chef de la police locale, la cause de l'incendie reste à établir, mais la police a arrêté 3 personnes dont un garde de l'école. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.